société qu'on a créée il y a 4 ans avec mon associé Loïc Marzin. On vient tous les deux du monde du conseil. On était auparavant chez PwC. On a travaillé sur des projets orientés supply chain, notamment sur des déploiements de solutions type ERP ou TMS. Wakeo, c'est une approche donc de visibilité temps réel sur les flux multimodaux, ce qui veut dire qu'on couvre aussi bien le mode maritime que de l'aérien ou de la route, si on parle des principaux modes, et avec une vraie expertise sur la partie overseas, donc des flux intercontinentaux. Aujourd'hui, on a deux types de clients. D'un côté, des chargeurs, grands groupes et PME, qui vont de Air Liquide dans les gaz industriels à IDF Fondation dans l'humanitaire, Chryso dans la filière pour la construction ou encore Forestia dans l'automobile. Et de l'autre côté, des clients commissionnaires de transport. Ici, on cite Jeffco, il y a aussi d'autres noms qu'on ne peut pas citer pour des raisons de confidentialité. Et on fait partie d'un écosystème de partenaires, notamment SAP, qui nous permet de repousser de l'information de façon totalement intégrée dans les systèmes d'info. Ah, tu es en mute, Guillaume. Ah bah oui, il fallait bien que ça arrive. Désolé. Donc, Guillaume Huillier, je suis directeur du business développement et de l'innovation chez Adameo. Adameo, on a un cabinet de conseil spécialiste du supply chain management. On intervient sur à peu près toutes les problématiques de la supply chain, depuis la planification de la demande, achat, approvisionnement, transformation, distribution, logistique et logistique urbaine. Notre ambition, c'est d'essayer d'accélérer la transformation digitale des supply chains de nos clients en utilisant le levier technologique, ce qui est la raison qui nous a poussé à passer cet accord de partenariat avec Wakeo. Alors, je précise juste que nous, en tant que cabinet de conseil, on a un devoir d'indépendance, donc nous n'avons strictement aucun intérêt économique avec Wakeo. Nous ne sommes pas distributeurs de leur plateforme. Par contre, nous sommes en situation d'accompagner le cadrage des projets et le déploiement de la solution. Alors, on va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet en expliquant un peu quel est le panorama dans lequel on se trouve aujourd'hui. La crise sanitaire va jouer un rôle d'accélérateur de la digitalisation de la supply chain, et ce sous l'effet de plusieurs facteurs. Le premier, c'est le consommateur, qui est de plus en plus un acteur très engagé dans ses choix. Qui va exiger des produits de plus en plus personnalisés, que ces produits soient disponibles quasiment 24 heures sur 24 où il veut, quand il veut, qu'il puisse les commander en ligne, les retirer dans le commerce. Il va falloir que ces produits soient par ailleurs fabriqués et distribués de manière éco-responsable. La disponibilité devient donc dans ce contexte un critère fondamental du choix du consommateur, qui estime d'ailleurs, dans plus de 74% des cas, il est primordial pour lui de l'avoir de la visibilité jusqu'à ses heures de livraison. Alors cela, bien évidemment, cela a des conséquences directes sur la planification de la supply chain, qui devient de plus en plus critique, alors que le contexte économique lui-même est de plus en plus incertain et volatile. Comment fait-on donc dans ce contexte pour calibrer le couple offre-demande et faire face à cette grande volatilité de la demande? Alors, on l'a tous vécu, hein, on a bien vu que la crise a accentué ce phénomène. En différentes étapes d'ailleurs. Une première étape qui a été la crise de l'offre qui s'est manifestée en Chine fin novembre au début décembre. Cette crise de l'offre s'est ensuite transformée en une crise de la demande, puisque la moitié du monde s'est trouvé confiné subitement à partir du mois de mars. Et en ce moment, on est dans une situation de redémarrage qui est assez complexe, puisqu'il faut réussir à rééquilibrer ce couple offre-demande. Et on a des situations qui sont pas homogènes d'un secteur d'activité à l'autre, avec l'aéro et l'automobile qui sont très durement impactés. La santé qui, elle, en revanche, a continué à fonctionner durant le Covid, mais qui se pose du coup d'autres types de questions. Le retail qui a fonctionné un peu par le e-commerce et le drive pour la grande distribution. Et le e-commerce, d'une manière générale, a tiré fortement son épingle du jeu en connaissant lui aussi un certain nombre de difficultés. Dernier point, le contexte marché accentue lui aussi cette pression sur les supplies, avec des attentes de plus en plus fortes en termes de traçabilité. Les consommateurs veulent connaître la composition des produits, ils veulent connaître également leur contexte dans le cycle du transport, et ils veulent s'assurer enfin que ce produit est un bilan écologique favorable. C'est pour toutes ces raisons en fait que la capacité aujourd'hui pour les transporteurs et les opérateurs de supply chain à publier et fiabiliser des ETA est un enjeu absolument stratégique pour donner à leur écosystème une véritable capacité d'adaptation en cas d'aléa.
Oui, parce que tu parles d'aléas, forcément, on pense tout de suite à la crise sanitaire, mais même bien avant ça, on a eu le droit à des mouvements sociaux entre les gilets jaunes, les grèves en France, des troubles géopolitiques comme la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui impactent fortement le commerce mondial. On pourrait parler du Brexit avec la logique de frontières au cœur même de ce qu'on appelait l'Union européenne. Donc très clairement, les flux de transport se retrouvent chamboulés dans ce contexte. La phase Covid, ça a représenté bien sûr des blank sailing, mais aussi une réduction de près de 90% des capacités sur la filière aérienne. Donc ça représente beaucoup de perturbations qui sont en constante progression. Et l'enjeu, c'est d'apporter une capacité à sécuriser les flux et à fiabiliser l'information dans ce contexte. Alors, la question qui se pose tout de suite, c'est comment le fait de mettre en place de la visibilité temps réel transport, donc sur les expéditions multimodales, va devenir un levier fort de la digitalisation de la supply chain. Eh bien, parce qu'en fait, elle va apporter des réponses aux différentes problématiques que nous rencontrons sur l'ensemble des supply chains. Tout d'abord, sur l'aspect planification, sur les demandes et les données, cette visibilité va alimenter en données les réflexions stratégiques, notamment sur l'organisation du réseau, sur sa flexibilité, sur les besoins d'évolution de ce réseau pour le rendre plus performant. Cela va provoquer également des opportunités de réingénierie des flux, puisqu'on va être capable de mieux comprendre où se trouvent nos problèmes. Et finalement, in fine, on va avoir une amélioration de la prévision de la demande qui deviendra de plus en plus fiable. C'est le premier axe de réflexion. Le deuxième axe de réflexion, c'est sur les stocks et les produits, parce qu'on va avoir un impact positif sur la disponibilité des stocks, une visibilité qui va permettre d'optimiser ce niveau de stock, les lead time, et donc le BFR, grâce à une meilleure maîtrise du cycle, grâce à cette visibilité accrue. En termes de transport et distribution, on va aussi pouvoir améliorer le pilotage de la performance transport avec une amélioration sensible des taux de service, in fine, et finalement une augmentation de la satisfaction client qui verra ses ETA de plus en plus fiabilisés. Mais Julien va parler tout à l'heure de l'aspect amélioration continue de la mise en œuvre de ce type de solution. Ça se manifeste au niveau de l'écosystème qui va en bénéficier en fait dans sa globalité. Pourquoi? Parce que les supply chains vont devenir beaucoup plus collaboratives, mieux intégrées grâce à un meilleur partage d'une information qui va devenir de plus en plus fiable. Et c'est en fait toute cette chaîne qui va bénéficier de l'apport de ce type de plateforme en rentrant dans cette logique d'amélioration continue. Enfin, pour les collaborateurs, il y a un autre aspect qui est essentiel. Vous tous ici qui connaissez bien les supply chains, vous savez très bien que le mode pompier est un mode assez constant. Le fait d'améliorer cette visibilité va permettre aux collaborateurs d'être moins impliqués dans les difficultés opérationnelles, ou en tout cas de mieux faire face aux difficultés opérationnelles, et donc de passer plus de temps sur de l'analyse et sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et le dernier élément qui est très important, c'est la résilience. On a bien vu pendant le Covid que les entreprises les plus résilientes ont mieux tiré leur épingle du jeu que les autres. Cette résilience, elle se manifeste au travers de la capacité d'adaptation que la visibilité de temps réel va vous donner, sur le fait que vous allez être capable de mieux gérer les crises et les imprévus. Et finalement, ça va être aussi un moyen de répondre à l'enjeu écologique grâce à une meilleure performance transport dans sa globalité. Oui, et cet enjeu écologique, nous, on le voit aujourd'hui comme une lame de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le premier critère de choix, très clairement, dans l'organisation de transport. Par contre, il y a eu de plus en plus d'engagements politiques qui ont été pris par les directions des sociétés. Et aujourd'hui, on demande un plan d'action concret aux équipes transport, parce que le transport est vu comme une composante et un maillon important de l'impact écologique, même s'il y a bien entendu d'autres maillons tout aussi concernés par l'impact écologique dans la supply chain. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec une demande en forte progression, nous, chez nos clients et prospects, c'est la difficulté quand un chargeur utilise un ensemble de prestataires de transport. Certains prestataires fournissent des indicateurs, d'autres non. Quand bien même ils en fournissent, ils ne sont pas forcément basés sur les mêmes méthodologies. Oui, il y a des initiatives sur le marché, mais quand on parle de flux multimodaux, avec du maritime, de l'aérien, de la route, du ferroviaire ou du fluvial, il y a une vraie difficulté à avoir une méthodologie qui soit commune à tous ces modes et qui assure un vrai multimodal. Et enfin, l'une des vraies difficultés aussi qu'ils rencontrent, c'est d'avoir beaucoup d'indicateurs qui sont construits sur la base de plans de transport déclaratifs. Et là, nous, on apporte une capacité, et ça c'est une vraie réflexion de fond qu'on mène avec nos clients, à avoir le plan et l'itinéraire réel du parcours qui a été effectué par le navire, par le camion, et non pas de se baser simplement sur un déclaratif, puisque les écarts peuvent être conséquents entre ces deux mondes.
Alors, je te rejoins complètement, Julien. Nous également, on a de plus en plus de clients qui travaillent sur cet aspect écologique. Aujourd'hui, cet aspect écologique n'est plus vécu comme une contrainte, mais un véritable levier de création de valeur. Donc, c'était important de le souligner ici. Alors, ce fait de mettre en place de la visibilité de temps réel sur les supply chains va nous permettre de rendre ces supply chains plus agiles. Et on a vu à quel point c'était important dans un contexte particulièrement incertain, instable. Et pourquoi plus agile? Parce qu'on va contribuer à la digitalisation globale de la supply chain grâce à une plus grande capacité d'anticipation et donc bien évidemment d'adaptation. Plus on sait tôt qu'on aura un problème, plus vite on offre des solutions qui permettront de le contourner. Ce qu'on veut dire en fait, c'est qu'on va passer d'une supply chain qui jusqu'à maintenant était plutôt réactive à une supply chain qui va être proactive, du coup pour éviter les surcoûts extraordinaires du transport qui sont liés aux aléas et à l'urgence. Et ceci va avoir plusieurs conséquences. La première conséquence qui est très positive, c'est la sécurisation des approvisionnements, ce qui évitera de payer des pénalités, de se retrouver en rupture. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir des niveaux de qualité qui vont globalement augmenter et que toutes les activités de production vont s'en trouver plus performantes avec un juste à temps qui va être mieux respecté. Et il y a également un autre facteur qui intervient, c'est l'automatisation croissante qui va intervenir non seulement dans la logistique, c'est-à-dire dans les entrepôts, mais également dans un contexte de logistique urbaine où on va voir arriver de plus en plus de solutions de micro-préparation de commandes et où les logiques d'approvisionnement de centres de distribution du retail en zone urbaine vont être de plus en plus en juste à temps, en continu, et il va être assez compliqué d'éviter les ruptures si on n'a pas une visibilité de temps réel sur la situation de ces approvisionnements. On pourrait par exemple citer, pour illustrer tout ça, l'exemple des enseignes de bricolage qui ont vécu une crise de Covid assez particulière, en fait, puisque leur activité s'est cessée brutalement, fin mars. Courant avril, ils ont commencé à rouvrir un petit peu les enseignes. Et puis avec le confinement, les Français sont tous mis à bricoler. Et du coup, le mois de mai a été assez extraordinaire, mais très compliqué pour eux, puisqu'ils n'arrivaient plus finalement à s'approvisionner en Asie. Et donc, ils ont subi un certain nombre de ruptures et ils se sont retrouvés dans la situation paradoxale avec une reprise très très forte et une grosse difficulté en fait à livrer en temps et en heure. Oui, la crise a demandé de la résilience, la reprise demande aussi beaucoup d'agilité. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, bien calibrer le couple demande et offre en face, avec toute la difficulté de bien anticiper la demande, ça devient essentiel et ça met la démarche SNOP au centre de la supply chain avec un vrai besoin de la fiabiliser. Oui, tout à fait. En fait, il y a différentes manières de voir ces plateformes de visibilité. Nous, chez Adamo, on considère qu'elles sont absolument stratégiques. Pourquoi? Parce qu'elles fiabilisent des informations, elles permettent de collecter des informations additionnelles. Et qui dit collecte d'informations signifie qu'on peut tout simplement fiabiliser son process SNOP d'un point de vue opérationnel, tout d'abord, mais également tactique et stratégique. On en a déjà parlé tout à l'heure avec la capacité de mesurer l'efficacité de son network design ou de ses flux, de l'ingénierie de ses flux. Là, on a donné une approche end-to-end de la supply chain. Bien sûr, un maillon essentiel, c'est la partie transport. Et donc là, on va se concentrer sur cette composante transport multimodal avec un contexte qui est forcément complexe par le nombre d'interlocuteurs qui sont présents dans ces chaînes multimodales. Si on prend un exemple concret, pour expédier des avocats du Kenya vers les Pays-Bas, on parle d'une trentaine d'acteurs différents entre la compagnie maritime, le commissionnaire de transport, l'opérateur de terminaux portuaires, le transporteur routier. 30 acteurs, ça représente près d'une centaine de personnes et plus de 200 échanges d'informations. Alors, ce que tu dis est très vrai, Julien. Et puis, en plus, tu nous parles d'un produit agricole qui est relativement simple, un avocat. Si on prend des supply chains beaucoup plus complexes qui impliquent des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, type aéro, automobile, ce n'est plus 30 acteurs qui sont impliqués, mais peut-être voire des centaines. Donc, ce qu'on comprend, en fait, c'est que chacun de ces acteurs a ses propres systèmes d'information, son propre degré de maturité technologique. Et en fait, tout cela va créer des silos d'information. Or, ce sont ces informations qui sont nécessaires de mettre bout à bout pour améliorer la visibilité sur les opérations de transport. Par ailleurs, ces multiples sources d'informations, en fait, vont générer des problèmes de qualité. Toutes les données ne seront pas forcément exploitables, comparables. Du coup, on a une grande difficulté à obtenir cette visibilité de transport du fait de la complexité à obtenir des données externes, des opérateurs d'infrastructures logistiques par exemple, des prestataires, et également combiner ces données à celles qu'on a en propre dans notre TMS ou notre WMS.
Ouais, et ça fait ressortir deux besoins qui sont vraiment au fondement de Wakeo quand on a créé la société il y a 4 ans. Le premier, c'est l'interopérabilité. Comment on rend interopérables plusieurs systèmes entre eux, que ce soit des systèmes de commissionnaires de transport qui sont directement concurrents, ceux des compagnies maritimes, mais aussi ceux de différents capteurs IoT, où aujourd'hui il y a des technologies en basse fréquence sur du LoRa, sur du Sigfox, sur des technos historiques en GSM. Donc comment on rend interopérables à la fois les sources d'informations, mais aussi le renvoi d'informations vers l'architecture des systèmes qui sont déjà présents chez les comptes. Je pense à des ERP, donc du SAP, du Oracle, des solutions TMS, ça peut être du Descartes ou d'autres éditeurs. Il y a vraiment un enjeu d'assurer l'interconnexion à la fois des sources d'infos et aussi du renvoi pour que toute cette info puisse bénéficier vraiment à la supply chain dans une logique end-to-end. Deuxième fondement essentiel à l'approche Wakeo, c'est la logique de neutralité. Pour interconnecter des systèmes qui sont concurrents entre eux, il y a besoin d'un tiers de confiance. Et donc ça, c'est le cœur de notre approche. Et ça implique aussi de se positionner comme tiers de confiance pour éviter d'être juge et partie dans la mesure de la performance et donc d'apporter une capacité à objectiver la performance pour mettre en place une démarche d'amélioration continue. Alors maintenant qu'on a en quelque sorte posé les débats, on a choisi de faire un zoom sur deux filières particulières qui ont vécu en fait une crise sanitaire de manière complètement différente. Alors il y a la filière de la santé et il y a la filière du retail. Alors sur la santé, peut-être, hein, je vais poursuivre. Sur la santé, en fait, on a observé que les opérateurs les grands laboratoires ont une grosse tension sur leur supply chain puisqu'ils ont dû approvisionner les hôpitaux en flux tendu. Donc, ils ont connu une très forte hausse de leur activité qui a été soutenue avec beaucoup de complexité due aux difficultés d'approvisionnement. On a bien vu ce qui s'est passé avec les masques et le gel hydroalcoolique. Le retail, lui, c'est complètement différent. Ils ont des activités qui ont freiné. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas dans l'alimentaire et qui ont tout simplement fermé. Et paradoxalement, ils se sont retrouvés avec des croissances très fortes tirées par le e-commerce qui a pris le relais, ce qui a créé un certain nombre de problèmes en termes notamment de logistique et de gestion des flux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner des exemples concrets de clients Wakeo qu'on accompagne. Dans la santé, aujourd'hui, on travaille pour un grand groupe médical en Allemagne. On travaille aussi pour des sociétés dans l'humanitaire comme Nutriset en région rouennaise ou IDF Fondation aux Pays-Bas qui travaille beaucoup sur la filière aérienne. Embaliso également qui fait les emballages pharmaceutiques. Donc, on a une vraie variété de cas d'usage. Et dans la partie retail, aujourd'hui, on accompagne un des plus grands retailers asiatiques qui fait partie des leaders du secteur et également plusieurs sociétés européennes. Et on fera un zoom en particulier sur la société Grain de Malice qui fait partie de la galaxie Mullier dans le nord de la France pour vous donner des cas et des exemples très concrets. Alors, si on parle peut-être du premier cas d'usage qui est le secteur de la santé, tu voulais nous parler d'un de vos clients qui représente tout de même un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros, qui fabrique des équipements médicaux et des produits chirurgicaux et de stérilisation, ainsi que des solutions pour effectuer des dialyses, qui ont été soumis donc à rude épreuve pendant cette période. Oui, on est sur des produits avec un caractère forcément vital, un gros enjeu d'accompagner leurs clients et d'être capable de les livrer en temps et en heure, ce qui a représenté pendant la phase de crise, et là ça continue sur la reprise entre guillemets, une hausse de 35% de leurs expéditions internationales. L'enjeu essentiel, c'est d'être capable de livrer à temps leurs clients hôpitaux. Forcément, encore plus qu'en temps normal, la date de disponibilité des produits sur ces filières-là, elle est absolument critique en ce moment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont été amenés à gérer cette hausse des expéditions dans un contexte où il y a eu jusqu'à 40% de blank selling sur certaines lignes, en moyenne quand même 20 à 25%, et en parallèle 90% de la capacité sur la filière aérienne qui a été réduite. Donc ça représentait de fortes contraintes pour les équipes logistiques sur le plan opérationnel, à la fois de livrer les clients en temps et en heure. Et pour maintenir en aval, il faut être capable aussi en amont de faire tourner les sites de production et de maintenir un approvisionnement qui tournait à plein régime. Alors, si on passe au cas suivant, on revient sur le cas du retail, où là, la situation est complètement différente, c'est-à-dire fermeture de magasins et en parallèle, un e-commerce qui supporte une croissance de 3 chiffres. Oui, et quand tu parles de magasins fermés, là on parle de près de 200 magasins fermés, donc il y a eu un relais important sur la partie e-commerce et ça implique une vraie réorganisation aussi pour les équipes logistiques, sachant qu'on est sur des produits textiles chez Grain de Malice, donc une forte saisonnalité, on ne peut pas vendre la collection de printemps à l'automne ou en hiver à l'hiver suivant, donc il y a une obsolescence des stocks
et une logique aussi de zéro déchet qui est de plus en plus mise en place par les retailers, où on souhaite ne vendre et commander que ce qu'on va être capable de distribuer sur le marché. Donc vraiment d'avoir une logique de pilotage dynamique des stocks. Mais clairement, cette obsolescence des stocks est un vrai défi pour les équipes. Et depuis juin, oui, il y a une reprise de l'activité avec une réouverture des magasins. Maintenant, une reprise pleine et entière n'est attendue que pour septembre, octobre, avec à la fin quand même de la journée une vraie difficulté à savoir quand est-ce que la demande va durablement se réinstaller et donc comment produire en face et bien ajuster l'offre. Alors maintenant que tu as bien positionné les problématiques des clients suivant les filières, Julien, ce que je te propose, c'est peut-être de passer à l'explication de ce qu'est la plateforme Wakeo. Oui, donc l'approche Wakeo, c'est une plateforme de visibilité en temps réel sur des flux de transport qui sont multimodaux. Donc on couvre aussi bien du mode de transport maritime que de l'aérien, de la route ou aussi du ferroviaire et du fluvial. On a une vraie expertise sur la composante flux intercontinentaux, grand import, grand export. Ensuite, pour vous donner quelques principes clés du fonctionnement de la plateforme. Le premier, c'est qu'on est sur un outil en plateforme connectée. On va rassembler l'ensemble des parties prenantes, aussi bien commissionnaires, compagnies aériennes, compagnies maritimes ou différentes sources d'informations sur une seule et unique plateforme. L'autre point, c'est qu'on va aussi distribuer cette information là, en la renvoyant vers les systèmes d'infos qui sont déjà existants chez le client, que ce soit l'ERP, que ce soit le TMS. Là, c'est un vrai enjeu pour fiabiliser typiquement le SNOP. Cet effet de réseau aussi sur cette plateforme connectée crée de la valeur. Plus on a de parties prenantes qui sont parties de notre réseau, plus on est capable de déployer vite et donc de créer rapidement de la valeur pour nos clients. Et on rajoute aussi à cela que plus on a de données, plus on est capable d'être pertinent dans nos analyses de data science et donc d'amener de la prédictivité dans nos informations d'ETA. Deuxième principe essentiel, c'est du tracking en prédictif. Donc on est en multimodal, comme je le disais, et on ne va pas se limiter à l'information qui vient des prestataires de transport. On va aussi les enrichir avec des sources qui sont totalement indépendantes d'eux, et je viendrai un petit peu plus en détail juste après. Troisième principe, c'est de l'alerting en proactif. Donc on vient piloter un grand nombre d'opérations quand on a des sociétés qui gèrent 10, 50, 100, 200 000 ordres de transport à l'année. Le but pour eux, c'est très clairement d'être capable de gérer par exception les 10, 15, 20% d'anomalies. Et donc non pas d'aller chercher l'info, mais vraiment que l'info vienne à eux pour pouvoir se concentrer sur des actions à forte valeur ajoutée, sur du correctif et ne pas le faire en dernière minute. Donc là, l'objectif est vraiment de passer d'un mode historiquement réactif vers une gestion beaucoup plus proactive des opérations. Dernier point qui est essentiel, c'est qu'on fournit des analyses en étant tiers de confiance, donc neutre, pour apporter une vision objective sur la performance et être capable de mettre en place une logique d'amélioration continue. On vient notamment analyser l'écart qu'il peut y avoir entre le plan qui était prévu et le réalisé. Et derrière, l'objectif, ça va être de faire des re-engineering de flux pour être capable d'optimiser le trajet d'un point A à un point B, pas simplement en port à port, mais vraiment dans une logique door-to-door. Donc là, on a un vrai accompagnement de nos clients pour leur permettre à la fois de réduire les temps de transit, donc les stocks, et aussi de fiabiliser les livraisons de leurs clients. Globalement, ça c'est la carte et la feuille de route de directeurs supply chain aujourd'hui qui sont de plus en plus importants dans les organisations, c'est-à-dire d'améliorer la satisfaction client tout en limitant les moyens mis à contribution, notamment sur la composante stock. Alors du coup, en fait, ce que tu soulèves comme question, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est quelles sont les sources de données donc, que vous êtes capable de partager au travers de cette plateforme? Deux points clés à comprendre. Le premier, c'est qu'on vient consolider l'ensemble des informations qui viennent des prestataires de transport. Si je prends l'exemple de Forestia dans l'automobile, on va venir interconnecter sur notre plateforme tous les commissionnaires de transport à un premier niveau, donc les DB Schenker, Geodis ou Jeffco, et aussi directement les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes de façon directe pour ne pas avoir d'intermédiation et donc de perte d'infos puisque le niveau de maturité des systèmes est très hétérogène. Deuxième point clé, c'est qu'on ne va pas se limiter à cette information déclarative. On va s'appuyer sur un ensemble de sources qui sont totalement indépendantes des prestataires de transport. Si je prends l'exemple en maritime, on se sert de données de sécurité des navires sur un standard qu'on appelle AIS, qui nous permet d'accéder à la géolocalisation temps réel du navire. Et donc, on compare cette géolocalisation par rapport au plan prévu pour fiabiliser et être capable de dire si oui ou non on va pouvoir tenir le plan. D'autres sources d'infos vont être par exemple des capteurs connectés,
Nous, on ne fournit pas de solution capteur hardware. En revanche, on va venir s'interconnecter de façon informatique par API, web service ou d'autres systèmes pour contextualiser la donnée. Et typiquement, on accompagne Air Liquide qui suit un niveau de pression du gaz à l'intérieur de son conteneur quand ils expédient de l'hélium. Nous, on va être capable de leur dire s'il y a une montée en pression du gaz et qu'il reste une demi-journée dans le plan, tant qu'on est en ligne avec ce plan, sur une demi-journée, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, la même montée en pression de gaz, avec 5 jours de retard, là, ça va représenter un vrai risque opérationnel parce que sur ce laps de temps de 5 jours et demi, on peut perdre du produit qui, un, coûte très cher, deux, va être reçu comme un produit dangereux avec des vrais risques pour les vis-à-vis des administrations portuaires et douanières. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier chez Wakeo. Ça va être d'agréger un ensemble de sources d'informations pour être capable de les contextualiser. En même temps, Julien, vous allez quand même nettement plus loin parce que vous êtes capable effectivement de collecter toutes ces données hétérogènes, ce qui n'est pas chose facile. Mais en plus, vous proposez un certain nombre d'outils pour enrichir cette data et faciliter la prise de décision. Exactement. Et là, on a construit, nous, notre propre couche d'intelligence qui repose sur 2 briques. La première, c'est qu'on a développé des algorithmes de géofencing. Si je vulgarise pour faire simple, on crée des zones de chalandise et on détourne des terminaux portuaires, par exemple, ou aéroportuaires, ou un entrepôt. On définit une zone de chalandise d'1 kilomètre autour pour être capable le plus tôt possible de détecter un départ ou une arrivée sur zone. Ça nous permet de capter l'information de façon beaucoup plus complète et beaucoup plus tôt, donc de réduire le temps de latence par rapport à ce que fournit très souvent la compagnie ou l'opérateur de transport. Deuxième brique essentielle, ce qu'on appelle du corridoring et clustering. Pour faire très simple, on définit un couloir qui vient couvrir l'itinéraire qu'on est censé suivre. Ça nous permet, quand il y a des problèmes, d'identifier des déviations et donc de fournir des ETA prédictives auprès des équipes supply chain pour leur amener vraiment une capacité d'anticipation. Ok, donc là, on va peut-être du coup en profiter maintenant qu'on comprend mieux quelle est votre proposition de valeur pour revenir un peu sur les cas d'usage et comment en fait vous avez, notamment pour la santé, adressé les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure. Donc je te propose de revenir sur le cas du grand groupe médical allemand. Exactement. Le constat de départ déjà, c'est qu'en temps normal, même hors phase Covid, ils ont un niveau de performance avec un taux de retard qui est relativement élevé puisque 25% de leurs shipments ont au moins 4 jours de retard. C'est-à-dire ça peut être 4, mais ça peut aussi être 8, 12. Et là, on réfléchit nous vraiment sur une logique door-to-door. Donc pas simplement dire que le navire est arrivé avec un jour de retard au port de destination, mais bien d'être capable d'enchaîner le pré-acheminement, le port-rapport, le post-acheminement. Et très clairement, c'est cette intermodalité qui crée la complexité des flux door-to-door. Donc 4 jours de retard en temps normal, et ça a été encore supérieur pendant la phase Covid et avec la reprise, ce qui implique pour eux un vrai besoin qui est de positionner dynamiquement des stocks, aussi bien les buffers que de piloter intelligemment les stocks en transit pour vraiment les projeter à destination. Et donc nous, on redescend directement vers leur système SAP cette information à la maille commande pour qu'ils soient capables non pas de suivre un conteneur, mais bien ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur. Et ce qui est vraiment important dans l'expérience utilisateur, c'est que les équipes à destination puissent chercher directement le produit dont elles ont besoin. Ça, c'est essentiel. Positionner dynamiquement leur stock, pour eux, in fine, ça veut dire éviter les ruptures d'approvisionnement. Quand on est dans une phase avec une très très forte pression sur la filière médicale, forcément, c'est absolument critique. Et de tenir leurs promesses, du coup, vis-à-vis de leurs clients hôpitaux en aval. Et donc, tout ça a été rendu possible par de la visibilité, de l'information proactive, totalement interconnectée dans les SI du client pour que l'information soit vraiment distribuée efficacement. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cet exemple, c'est le fait que l'analyse des données a posteriori, donc ce qu'on appelle le post-analytique, a permis d'identifier des opportunités de re-engineering de flux. Si je me rappelle bien, un de leurs plus gros flux, c'est la ligne Hambourg-New York, qui a été fortement impactée par les bank selling. Et en fait, en analyse, on s'est rendu compte qu'on pouvait la substituer en réingénierant les flux depuis du Rotterdam-New York ou du Bremerhaven-Newark. Le tout pour éviter les ruptures. Exactement. Et pour aussi donner une autre perspective dans ce secteur de la santé, en parlant cette fois de la filière aérienne, on accompagne la société hollandaise IDF Foundation, qui pendant les dernières semaines a eu, avec 90% de réduction des capacités sur le marché, a eu des vols qui, en cours d'expédition, ont été reroutés. Et donc des produits qui partaient à destination d'Istanbul en hub intermédiaire sont revenus à l'aéroport de départ à Amsterdam.
Et donc, pour eux, l'enjeu, c'était de le savoir le plus tôt possible. Parce que très clairement, sur un laps de 1 à 2 jours, ils étaient capables de retrouver de la capacité avec d'autres avions qui décollaient. Et s'ils laissaient passer ces quelques jours, ensuite, les produits seraient restés bloqués pendant des semaines. Et forcément, sur des produits aussi vitaux que sur la filière humanitaire, ça représente des enjeux très importants. Alors, si on revient maintenant sur l'exemple de Grain de Malice, comment vous avez fonctionné pour les accompagner dans cette double problématique du ralentissement de la filière retail physique avec l'accélération du e-commerce? Grain de Malice, ce qu'on a construit avec eux, c'est une information à la maille produit pour être capable de savoir ce qu'il y a, encore une fois, à l'intérieur du conteneur et aussi d'intégrer la semaine de mise en rayon des produits. Ce qui, sur la phase de reprise, est essentiel pour s'assurer qu'on a un bon approvisionnement des magasins en temps et en heure. Donc, ça leur a permis à la fois de mieux prioriser et donc de traiter en priorité des conteneurs qui sont jugés prioritaires, aussi d'avoir sur leur logique de time to market une gestion beaucoup plus proactive. Et à la fin, ça représente directement des ventes puisque s'assurer qu'on a les produits qui sont disponibles et qui vont pouvoir satisfaire en temps et en heure le consommateur, c'est absolument essentiel pour eux pour capitaliser et maximiser vraiment leur chiffre d'affaires dans cette période de reprise. Alors, passons maintenant à un dernier aspect hyper important de ces cas d'usage, c'est le ROI. Quel est le ROI qu'on obtient lorsqu'on déploie Wakeo chez soi? Oui, pour conclure, on veut vous donner quelques chiffres essentiels pour vous donner un retour chiffré sur l'approche de visibilité qu'on a construite avec le client Air Liquide. Premier point sur la logique d'anticipation. On a gagné en moyenne 8 jours, c'est-à-dire que historiquement, les équipes Air Liquide parfois avaient de l'info qui remontait par leur commissionnaire de transport ou un autre prestataire de la chaîne. Parfois, elle ne remontait pas, c'était très hétérogène. Là, sur des temps de transit de 2 semaines à 2 semaines et demie, on a gagné près de la moitié du temps en termes d'anticipation. Deuxième aspect clé sur l'efficacité opérationnelle. Ça, c'est en lien direct avec l'anticipation. Forcément, on gère moins la dernière minute. Donc, ils ont réduit de près de 3/4 les urgences qu'ils avaient sur le terrain. Et ça représente directement ensuite des pertes qu'ils peuvent éviter. Parce qu'en anticipant le point de rupture sur la pression du gaz, ils ont un très haut niveau de service et donc ils ont un accès direct aux compagnies maritimes pour venir recryogéner les produits sur le navire. Ça a été important, contextualiser l'info pour réduire directement la perte produit. Troisième maillon clé sur la capacité à objectiver la performance et à leur proposer des solutions de re-engineering de flux, changer les lead time. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Air Liquide, là on parle d'équipes qui sont basées au Moyen-Orient, donc dans un contexte avec un blocus maritime orchestré par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite envers le Qatar. Donc une vraie difficulté pour eux sur le plan opérationnel à organiser les flux. Et le choix de routes alternatives leur a permis d'économiser près de 10% des stocks en transit, ce qui est forcément une très nette amélioration pour la composante BFR. Dernier point, et ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a été le rationnel de départ pour Air Liquide, qui souhaitait vraiment améliorer la satisfaction client dans les livraisons. Là, on parle de livraisons d'hélium qui vont être acheminées auprès de leurs clients Siemens ou Ariane Space typiquement. Et l'enjeu d'Air Liquide, c'était vraiment d'apporter une proactivité dans l'information et donc dans la gestion opérationnelle derrière. Donc, ce qu'on a construit ensemble, c'est qu'on a intégré les clients en aval directement dans la plateforme et dans l'alerting. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des alertes qui sont positionnées en marque blanche. Donc, on utilise la marque et le logo Air Liquide pour que vraiment Air Liquide ait la main sur l'expérience utilisateur vis-à-vis de ses destinataires clients. Et on a intégré dans une vocation vraiment ouverte de l'outil l'ensemble des parties prenantes à l'intérieur de la plateforme pour être capable de favoriser l'expérience client. Donc ça, c'est du flux d'infos, mais c'est aussi une capacité d'anticipation qu'on apporte en aval dans la chaîne d'appro. Et donc, les clients ont pu directement s'appuyer là-dessus pour eux-mêmes mieux anticiper et pour, in fine, garantir une meilleure qualité de service tout au long de la chaîne. Voilà, alors on s'approche de la fin de cette première partie. Donc, notre objectif ce matin, c'était de montrer à quel point la visibilité de temps réel est un aspect stratégique du pilotage transport et plus globalement du pilotage de la performance globale des opérations de l'entreprise. Je crois que Julien l'a bien illustré au travers des différents cas d'usage qui ont été évoqués. Et donc, ce que je vous propose désormais, c'est de poser vos questions si vous en avez. Est-ce que Myriam, tu as quelques questions à poser? Oui, nous en avons quelques-unes. La première est posée par un spectateur anonyme, mais on va y répondre quand même. Peut-on mettre en place Wakeo sans avoir de TMS?
Oui, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, la vision marché n'est pas toujours très claire. Il y a beaucoup d'acteurs émergents et il y a aussi un ensemble d'acteurs historiques. Donc très clairement, oui, la logique Wakeo est totalement complémentaire d'une approche TMS. Ce qui veut dire qu'on a aussi bien des clients aujourd'hui qui avaient d'ores et déjà un TMS et on s'appuie sur cette infrastructure existante pour collecter les ordres de transport, le numéro de Master Airway Bill, le SCMR ou les numéros de conteneurs. Et on a aussi d'autres clients où il n'y a pas de système TMS qui existait au préalable du déploiement projet. Et donc là, on vient récupérer l'information directement chez leurs opérateurs de transport. Donc aussi bien une approche que l'autre sont possibles. Le but étant vraiment à la fin d'avoir une architecture SI totalement intégrée. Donc le but n'est pas de rajouter un outil additionnel, mais bien de s'appuyer sur la qualité d'information sous-jacente qui est capable de produire Wakeo pour ensuite la renvoyer par API, par exemple, vers les systèmes TMS, ERP, et ainsi intégrer toute l'information et la distribuer efficacement. Merci beaucoup, Julien. Une autre question sur Wakeo, et après, on aura des questions un peu plus larges. Quels sont les utilisateurs types de Wakeo? On a deux types principalement d'utilisateurs. D'un côté, les équipes opérationnelles. Là, je fais référence à des coordinateurs logistiques, des approvisionneurs, par exemple, qui, eux, vont beaucoup se servir de l'information qu'ils reçoivent par exception via des alertes. Donc, c'est majoritairement des alertes mail, ça peut être aussi parfois du SMS. Là, le point, c'est quand il y a plus de 2 jours de décalage par rapport à l'ETA qui était initialement prévu, ils reçoivent directement l'information qui vient à eux et ils vont se servir de cette info pour anticiper et travailler sur des options de repli le plus tôt possible. Et si on évite de le faire en dernière minute, forcément, avec 10 jours ou 15 jours devant soi, on va trouver des solutions de repli beaucoup plus compétitives. Deuxième type d'utilisateur, ça va être des personnes du management cette fois, qui, elles, vont beaucoup plus se concentrer sur la logique de performance. Donc, s'appuyer beaucoup sur le module d'analytics pour comprendre l'écart entre le plan prévu et le réalisé et comprendre comment on peut mettre en place une vraie démarche d'amélioration continue, des re-engineering de flux, comme l'évoquait tout à l'heure Guillaume, puisque, in fine, le but, c'est d'assurer vraiment la meilleure satisfaction client tout en limitant les impacts trésorerie et coûts. Une autre question de Amel. Quel est le délai d'implémentation en moyenne? Et complément à la question, qui prend en charge les coûts de connexion entre l'EDI Freight et le forwarder TMS et Wakeo? Sur le délai d'implémentation, en fait, c'est d'abord, je me permets d'intervenir, hein, Julien, tu compléteras, je te propose. Enfin, c'est une vraie question de cadrage de la problématique du client, du flux, des volumes, des différents enjeux. Donc là, il y a une vraie question de compréhension de l'organisation. Quels sont les irritants que vous cherchez à adresser via via le déploiement de ce type de solution? Habituellement, ce qui est fait, c'est qu'on essaye d'aller assez vite et de travailler sur des modes qui permettent très vite d'adresser les principaux problèmes sur un mode un peu Pareto et d'obtenir des résultats assez vite. Et après, on s'installe dans une logique d'amélioration continue. Exactement, et très concrètement sur des projets, on est capable d'être live en quelques semaines sur une première partie du périmètre, bien entendu, et ensuite on construit une roadmap qui par phase va permettre de déployer plus largement la solution. Donc généralement, quand on a des grands groupes qui sont sur des approches avec des plans de transformation à horizon 2, 3, 4 ans, nous on est vraiment un catalyseur, un accélérateur, on va être capable sur 6 à 8 mois de déployer la solution en s'appuyant sur un rationnel bien sûr de 80-20 où on va aller sur les prestataires qui représentent les plus gros périmètres avec le plus de volume pour aller réaliser de la valeur le plus rapidement possible. Okay. Toujours sur le sujet d'implémentation, comment menez-vous un projet d'intégration ou de concentration auprès de transitaires et de transporteurs avec lesquels vous ne travaillez pas encore? On a une équipe qui est spécialisée sur ces intégrations et donc qui travaille à l'onboarding des différents prestataires de transport, que ce soit des compagnies aériennes, maritimes ou commissionnaires de transport. Donc là, on est très agile, c'est-à-dire que le niveau de maturité technologique est vraiment hétérogène sur le marché, ce qui implique de faire de l'interopérabilité. Donc on gère globalement les formats qui sont en capacité de nous partager. Parfois, c'est tout simplement des fichiers plats. Là, ça veut dire des tableurs Excel ou des CSV. Quand on peut aller sur des solutions qui sont plus scalables d'un point de vue informatique, sans rentrer dans le jargon, mais ça va être des EDI, des API, par exemple. Donc voilà, on va vraiment s'adapter et assurer, nous, justement, cette capacité on collecte des données très hétérogènes, on les rend en sortie de façon totalement homogénéisée vis-à-vis de notre client,
Sachant que ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas le tout de brancher des tuyaux informatiques. Ce qui est absolument essentiel par-dessus, c'est de travailler aussi main dans la main avec les prestataires de transport pour les accompagner sur la qualité d'information. Je dis rien d'exceptionnel quand je dis qu'elle est pas forcément très élevée historiquement sur le marché. Donc nous, on déploie des équipes de chefs de projet où on travaille avec des partenaires comme Adameo. On vient mesurer le niveau d'information qui rentre dans l'outil et on va les aider à travailler sur typiquement les libellés des numéros de conteneurs, un nom de compagnie maritime, s'assurer que ce ne soit pas un intermédiaire de type NVOCC, auquel cas on ne pourra pas mener le tracking. Donc voilà, vraiment fiabiliser à la fois l'info qui rentre, parce que c'est la garantie derrière d'avoir une bonne couverture et de garantir l'info en sortie. Une question de la part de Catherine qui nous dit « La visibilité sur les flux en temps réel est une nécessité du point de vue des risques et du transport, à condition toutefois de pouvoir agir sur le risque en temps réel. Comment alors pourrions-nous parvenir à agir sur ce risque en temps réel ?» Ça revient au point que j'évoquais tout à l'heure. Plus tôt on sait qu'on va avoir un retard, un aléa, parce qu'on parle de la composante retard sur la logique de géolocalisation et savoir si oui ou non on va tenir le plan, mais c'est aussi vrai sur la logique de qualité des produits. Quand on rentre sur des champs de données comme la température, l'humidité, dans la pharmacie, il y a des produits qui vont être commercialisés ou pas, suivant globalement la date d'entrée sur le marché. Donc le point clé ici, c'est que plus tôt on a cette information, plus on est capable de trouver des solutions de repli à un coût qui soit vraiment plus compétitif. Et donc, si on le fait avec 10 jours ou avec un jour et demi en dernière minute, vraiment, on n'a pas accès au même type de solution. Et donc, c'est absolument essentiel pour piloter et gérer les risques de façon efficace. Très bien. Après, on a une question de la part de Lucas qui nous demande « Est-ce que la plateforme est déjà prête pour une utilisation de la technologie blockchain sur votre plateforme ?» Ça, c'est une question qui me fait sourire parce qu'il y a beaucoup de buzzwords aujourd'hui dans la logique d'innovation. Et nous, on veut vraiment casser avec une logique où on met de la techno pour mettre de la techno. Vraiment, le but, c'est que la technologie soit un moyen pour être capable d'aller chercher de la valeur métier. Donc, sur la question de la blockchain, nous, on distingue vraiment deux choses. Il y a une approche Wakeo qui est d'être capable de constituer un réseau, donc d'interconnecter un ensemble de parties prenantes et d'assurer qu'il y a une qualité d'information dans ce réseau qui transite. Ça, c'est vraiment le cœur de l'approche Wakeo. Ensuite, le registre, et ce qu'on voit de très intéressant dans une approche blockchain, c'est de rendre inaltérable le transfert d'informations entre les différentes parties prenantes. Donc demain, on pourrait tout à fait envisager que Wakeo s'appuie sur un registre distribué de type blockchain, mais aujourd'hui, très concrètement, ce n'est pas une démarche qu'on intègre en natif dans notre solution. On peut le construire de façon ad hoc quand des clients nous le demandent, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà un vrai challenge qui est d'interconnecter, de casser les silos que Guillaume présentait et de fiabiliser l'information à un premier niveau. Alors, je vais compléter, Julien. Typiquement, c'est là où le rôle des consultants intervient. Si effectivement il y avait une problématique de tracer les transferts de responsabilité, déclencher un certain nombre d'automatisations en s'appuyant sur la data Wakeo, c'est tout à fait envisageable en utilisant une blockchain as a service. L'enjeu, c'est surtout de comprendre à quel moment la blockchain apporte de la valeur dans le processus. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu indépendant tu me corriges si tu n'es pas d'accord, Julien, mais c'est un peu indépendant de l'approche de Wakeo. Wakeo n'est pas un fournisseur de technologie de blockchain. C'est un fournisseur de plateforme de visibilité de temps réel qui enrichit, qui collecte de la donnée de multiples sources et l'enrichit. Derrière, on pourra tout à fait le rendre compatible avec une plateforme blockchain sans problème. Je me permets juste d'ajouter que chez Adameo, on travaille sur ce type de problématique déjà. Il y a une question que je vois passer, peut-être, je ne sais pas combien de temps il nous reste, Myriam. Il nous reste encore quelques minutes, vas-y. Il y a une question d'Andreas que je trouvais intéressante, parce qu'il posait la question, Andreas, de quels sont les prérequis pour la mise en place d'une telle solution. Intuitivement, en fait, les prérequis, c'est surtout l'ambition, en fait, d'avoir besoin d'améliorer sa visibilité temps réel et d'avoir suffisamment bien identifié ces irritants pour justifier le déploiement de la solution. Il n'y a pas vraiment de prérequis, puisque de toute façon, vous avez très probablement, enfin, j'espère pour vous, accès à vos données d'expédition, vous contrôlez quand même vos flux. Donc globalement, ce qui vous manque, c'est la brique qu'apporte Wakeo pour être capable de mieux digitaliser votre transport et d'améliorer la performance. Donc pour moi, il n'y a pas véritablement de prérequis. Julien, tu veux compléter ? Oui, là où je te rejoins, c'est que le point essentiel, c'est vraiment d'être capable de se dire quelle valeur je cherche à travers ce type d'approche.
Ce qu'on a évoqué, c'est que c'est très transverse en termes de création de valeur. Ça va concerner, oui, les équipes transport et le coordinateur quand il faut que je trouve une solution de repli à un moindre coût et donc j'ai besoin de l'info très tôt. Ça va aussi concerner, par exemple, les équipes de customer service. Quand on livre les clients, l'une des principales demandes qui remontent, c'est OK, quand est-ce que ça arrive? Et donc là, le customer service demande à la cellule transport et on fait des tours qui n'ont pas de sens d'un point de vue efficacité et d'un point de vue expérience client. Donc, ça va concerner un ensemble de parties prenantes. Ça peut aussi concerner très clairement les achats. Et ce qu'il faut, c'est arriver à aligner tout ce monde sur la création de valeur cible qu'on a à travers un projet de visibilité. Ensuite, dans la mise en œuvre, c'est réalisable. Ce que j'évoquais, c'est qu'on apporte une vraie composante d'agilité pour aller se connecter à différents types de systèmes. Quoi qu'il en soit, on trouve des solutions de workaround pour intégrer à notre réseau l'ensemble des prestataires. Après, oui, il faut que les prestataires aient une capacité à partager de l'information. De plus en plus, dans les logiques d'achat, ce qu'on voit côté chargeur, c'est justement de positionner ces éléments de flux d'informations comme un critère essentiel du choix, au même titre que peuvent l'être le prix, de plus en plus les éléments de transit time ou aussi écologiques qu'on voit en progression. Mais clairement, cette capacité à partager de l'information, elle devient essentielle aujourd'hui pour aller capter la valeur de la visibilité. Après, je vois encore une. Tu veux peut-être prendre la parole, Myriam? Excuse-moi, je t'ai coupé. Je vois une question de François mais je crois qu'on y a un peu plus, que tu as un peu plus ou moins répondu, Julien, donc je repasse dessus rapidement. Qui demandait s'il est possible de ne traquer que certains containers, par exemple des containers en livraison directe client, à contrario des autres containers qui sont destinés à des entrepôts. Oui, dans la pratique, on peut toujours se dire il y a 10% des flux. Maintenant, ce qu'on voit nous beaucoup chez nos clients, c'est que c'est une réflexion de fond. Et ils ne sont pas à se dire je vais intégrer 20, 50 ou 200 conteneurs, mais beaucoup plus dans comment je peux sécuriser mes flux globalement, à la fois dans la logique d'approvisionnement où derrière, ça va représenter beaucoup des enjeux de stock, et aussi sur la partie aval d'expérience client. Donc très souvent, on a des approches où la grande majorité des flux, 80-90%, sont intégrés dans le projet de visibilité. Ouais, d'ailleurs, en fait, ce que tu soulignes, c'est un des grands enjeux du siècle à venir, enfin du siècle en cours, pardon. C'est la data. On voit bien à quel point les Américains, pendant cette période de Covid, enfin, et les géants numériques américains exploitent de la data pour mieux vendre en permanence et mieux nous cibler. Aujourd'hui, pour la supply chain, la data est un formidable gisement de valeur. Donc, en fait, il ne s'agit pas juste de s'intéresser à la notion de visibilité de temps réel pour les opérations. C'est vraiment une dimension, ce qu'on a essayé de transmettre au travers de ce webinaire. C'est vraiment une dimension stratégique. Comment je collecte cette donnée, comment je l'enrichis et comment, en fait, j'améliore globalement ma performance transport grâce à une meilleure visibilité. Donc, ça doit plus s'inscrire, ce type de projet, dans une vraie réflexion sur la stratégie de data de l'entreprise, pas juste sur le moyen de traquer unitairement des expéditions, même si finalement, c'est par ça qu'on commence. Oui, c'est très transverse, hein, la stratégie de l'entreprise. Un autre département qui aujourd'hui vient régulièrement nous voir, c'est les cellules de risque des groupes. Là, on est beaucoup sur des sociétés CAC 40 ou SBF 120, mais très clairement, le transport est un des facteurs où ils ont du mal à avoir de la maîtrise. Quand on voit le nombre d'aléas qu'on citait tout à l'heure, que ce soit sur des aléas sanitaires, géopolitiques ou sociaux avec des mouvements de grève, clairement, c'est une part énorme du risque. Et donc, arriver à fiabiliser, sécuriser les flux, c'est essentiel aussi pour ces départements-là. Donc, c'est très transverse à l'entreprise. Une question de Frédéric pour compléter ce que tu dis. Je comprends que vous travaillez plutôt avec des grands groupes et des grandes entreprises, mais qu'en est-il des PME, PMI? Est-ce que vous avez des exemples et des partenariats déjà en cours avec ce genre d'entreprise? Oui, c'est une bonne question parce qu'on a parlé de grands groupes, mais on travaille aussi avec des PME. Je citais Embaliso dans les emballages pharmaceutiques, qui a été historiquement un de nos premiers clients. Eux, ils ont une vraie logique de service client, c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des boîtes isothermes à température dirigée. Et l'enjeu pour eux, c'est vraiment d'apporter de la visibilité sur les livraisons à leurs clients, de rajouter des sondes de température pour être capable de contextualiser ces différents champs d'infos. Donc, on travaille avec Embaliso. On a d'autres clients PME. Je pense à Nutristet dans l'humanitaire en région rouennaise, qu'on accompagne sur la grande majorité d'expéditions à destination de l'Afrique. Et eux, par exemple, c'est intéressant, ils ont des challenges qui sont sur la partie douanière, où il y a certains pays d'Afrique où ils doivent aller dédouaner carrément en physique. Et donc, ils calent leur déplacement professionnel sur la date d'ETA qu'on leur repousse de façon dynamique, alors qu'historiquement, ils se retrouvaient parfois à se déplacer. Un conteneur avait 6 jours de retard et il restait absolument bloqué sur place.
Donc, on a tout aussi bien des clients grands comptes qui représentent effectivement une part importante aujourd'hui de notre portefeuille, mais aussi des clients PME, beaucoup sur une logique de service à valeur ajoutée. Mais il faut aussi casser une idée qui est parfois très ancrée, qui est que l'approche visibilité est réservée uniquement à des produits à forte valeur ajoutée. On cite la pharma ou le médical. Mais par exemple, dans le retail, il n'y a pas forcément une très haute valeur de marchandise à l'intérieur des conteneurs. Par contre, l'enjeu de collection, d'obsolescence des stocks et time to market, là, il est capital. On se rapproche tranquillement de midi, donc je vous propose qu'on prenne une toute dernière question, celle d'Amel, parce que ça fait déjà 3 fois qu'il la pose, donc je voudrais qu'on lui réponde. Amel nous demande si le tracking peut se faire par commande et non par container. Oui, tout à fait. C'est ce que je citais dans les cas d'exemple, aussi bien pour le grand groupe allemand dans le médical, où on intègre la maille commande, que pour Grain de Malice dans le retail, où on intègre même à la maille produit à l'intérieur vraiment du conteneur, en dessous de la SKU. On rajoute une semaine de disponibilité. Le but de l'expérience utilisateur, justement, c'est pas de suivre un conteneur, c'est pas de suivre un numéro de BL ou d'Airwaybill, c'est vraiment de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur et de projeter le stock à destination. Donc, on vient faire ces appairages au niveau de l'article et de l'intérieur du conteneur. Et on peut aussi l'intégrer et l'interfacer directement avec les systèmes ERP pour alimenter par exemple le SNOP et la planification des stocks. Merci beaucoup, Julien. Alors, on prend une toute dernière question et après, on va pouvoir aller déjeuner. Arnaud nous demande comment vous vous distinguez de vos concurrents directs et notamment Projet 44, par exemple. Oui, c'est une bonne question parce qu'il y a une difficulté aujourd'hui à bien lire le marché. Et typiquement, il y a beaucoup d'acteurs, il y a différents types de modèles. Il y a des modèles de commissionnaires de transport en digital. Je pense à un Oversea dans le monde des flux intercontinentaux. Il y a des Freightlink ou Everroad dans le monde de la route. Si on se concentre sur les approches de plateformes de visibilité, il faut globalement distinguer 2 types d'acteurs. Les acteurs vraiment qui sont construits par le monde du transport routier. Et là, il y a un Project 44 aux États-Unis, ils sont super bons sur la partie LTL, FTL, tout ce qui est sur du transport routier. Maintenant, le transport routier, c'est un marché qui fait 300 milliards d'euros rien qu'en Europe, 500 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Et le monde de l'overseas, du freight forwarding sur lequel nous, on travaille, donc il y a un segment différent, c'est 400 milliards de dollars. Donc on est sur des marchés très profonds qui demandent des effets de réseau vraiment de grande ampleur et où il y a tout un tas de complexités opérationnelles. Quand on voit le nombre de points intermédiaires, la tournée du laitier sur la route, c'est complexe. Quand on voit des transshipments, par exemple, sur la partie maritime, ça implique une autre expertise. Donc nous, on a vraiment construit notre expertise sur ce périmètre oversea, maritime et aérien, en multimodal pour couvrir du door-to-door. Et donc, c'est des approches très complémentaires de ce que peut faire un Project 44 sur la route. Oui, ils communiquent aussi sur des capacités sur le monde overseas, mais le cœur de leur solution et de leur maturité de produit est vraiment sur cette partie route. Et donc, aujourd'hui, ces approches très complémentaires. On a d'ailleurs des clients aujourd'hui qui ont déployé une solution sur la partie route et Wakeo sur l'intégralité du périmètre overseas, le tout étant interconnecté par les ERP, Oracle, SAP ou d'autres. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit en début de présentation, vous allez recevoir les slides d'ici aujourd'hui ou demain. Vous allez également pouvoir obtenir le replay. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec nous ce matin. N'hésitez pas à nous contacter directement s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui. Il nous en reste quelques-unes auxquelles on va répondre directement. Et s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit dans les jours qui viennent, n'hésitez pas. Vous avez normalement nos contacts qui se sont affichés dans les invitations que vous avez pu recevoir ou les confirmations. Nous sommes à votre disposition, bien sûr. Et, j'espère que vous avez reçu toutes les informations que vous cherchiez ce matin. Et si ce n'est pas le cas, on peut bien sûr vous en donner des complémentaires. Merci encore et à très bientôt, j'espère. Merci à tous. Bonne journée. Merci tout le monde. À très bientôt.